Surpris par la nuit. Pierre Étex. Mon ambition première, c'était de devenir clown. 1965. Et depuis mon plus jeune âge, j'avais envie de... Je voyais le comique surtout au cirque, parce que j'ai l'impression que c'était le comique à l'état pur et que c'était celui qui était le plus direct. Et puis, je me suis aperçu par Jacques Tati d'abord, qui m'a donné une leçon avec les vacances de Monsieur Hulot, que le cinéma était vraiment le moyen d'expression le plus vaste pour le comique. Oui, c'est parce que vous pouvez toucher un plus vaste public. C'est parce qu'il y a des moyens qu'on ne peut exploiter nulle part ailleurs. Le cadre du musical ou du cirque est trop restreint, il y a des choses qu'on ne peut pas exploiter. Et puis, la vérité, les choses observées sur nature qui prennent tout leur poids dans le comique, enfin qui sont l'élément clé du comique, on ne peut les exploiter vraiment qu'au cinéma, à partir du moment où on a une histoire à raconter. Et cette histoire du soupirant, est-ce qu'elle a un côté autobiographique puisque vous en êtes le héros? Non, pas du tout. Le personnage s'est formé progressivement au cours des années de music-hall. Et il est évident qu'il y a un accent de sincérité dans un personnage né vivant qu'à partir du moment où on peut traduire à travers ce personnage ses propres sentiments, les choses qu'on a éprouvées dans la vie. Par exemple, est-ce que vous êtes timide? Je suis certainement timide, mais je pense pas que le personnage du soupirant soit complètement timide. Je pense au contraire qu'il est assez vindicatif, assez décidé dans la vie. Il entreprend des choses qui ne sont pas à sa taille. Et ça, peut-être que c'est le côté qui se rapproche de mon propre personnage. Parmi les maîtres de l'art du geste, Pierre Étex tient une place unique. S'il descend en héritier absolu des grands burlesques américains, il puise ses racines profondes dans le cirque classique européen. Une tradition foraine ancestrale au service d'un médium moderne. Telle est l'esthétique faite de gags et de chutes vertigineuses, de dissonances et d'harmonies surréalistes, rêveuses et objectales de Pierre Étex. Ce dédoublement en fait un cinéaste, un poète, un clown, un dessinateur, un illusionniste, dont le génie abstrait et tendre, reconnu par les plus grands, de Jerry Lewis à Woody Allen, se voit largement et scandaleusement occulté. Ces films, rendus invisibles, mis sous séquestre par d'inextricables questions juridiques, sont autant de diamants solitaires dans la galaxie du cinéma français. Comme le maître verrier avec qui il s'initie à l'art du vitrail dans sa jeunesse, il construit une œuvre dont il est temps de mesurer les mystères de fabrication. L'auteur de Yo-Yo et du Soupirant, travailleur acharné de la précision du cadre, du dessin des formes dans l'espace, est aussi le fondateur d'une école de cirque avec sa femme Annie Fratellini. Stoïque et sans plainte, ce roi lyre du chapiteau voit disparaître ses secrets de filiation que détenaient des monstres sacrés, suspendus au-dessus du vide, des clowns virtuoses aux numéros héroïques dans le rire. La leçon d'exactitude des signes cinématographiques qu'il nous donne, avec l'humilité qui le caractérise, reprend une notion essentielle pour lui, celle de fidélité. Pierre Étex, Vertige burlesque. Tout est purement mécanique. Vous voyez que si la caméra, par exemple, est ici, et que je dois entrer dans cette pièce... Pierre Étex, 1967. Alors, lorsque la doublure a répété plusieurs fois qu'elle a bien assimilé le mouvement, j'en vois tous les défauts et je les corrige. Et après, je prends sa place. C'est très simple, par exemple, si je lui dis d'entrer, elle doit s'arrêter à une place précise, ici. Amorcer le mouvement d'enlever le manteau, le remettre. Se diriger vers le piano. Ouvrir le clavier, préparer le pupitre, chercher dans les papiers, pas de papier. Se retourner, c'est sur le mouvement où il se retourne que la caméra probablement va se déplacer, etc. Lorsqu'elle va ici prendre la feuille de musique, je lui demande de marquer un temps pour que on sente l'intention du monsieur qui réfléchit, etc. Chercher de l'autre côté, la cendre de la cigarette. Il va jusqu'au cendrier. Enfin, vraiment, non, écoutez, ça me paraît vraiment dément, hein, comme truc. Hein. D'expliquer ça n'a vraiment pas un intérêt particulier. Ce qu'il faut, c'est que je vois l'action physique, c'est la seule chose qui m'importe. C'est une question purement technique. Quand la doublure a répété un certain nombre de fois cette action physique, je prends sa place, je fais les mêmes gestes qu'elle, mais j'essaye d'exprimer quelque chose. Ça, c'est... Pas systématiquement.
Enfin, tout de même, chez vous, ça se situe dans le temps et dans l'espace, les émotions. Oui, mais enfin, il y a des choses purement mécaniques, comme par exemple un monsieur qui se promène dans un jardin public et qui salue une dame. Pour qu'on doive lire le geste à un endroit précis, il faut probablement que sa silhouette se détache sur un fond, sa silhouette noire se détache sur un fond blanc. Il y a un endroit précis dans l'image où on lira cet effet. Donc, la doublure, je me mets à la caméra et je donne un repère précis à ma doublure à l'endroit où elle doit donner le coup de chapeau. On fait une marque au sol et chaque fois qu'elle arrive à cet endroit, elle donne le coup de chapeau et puis elle continue son trajet. C'est purement technique, il n'y a rien à exprimer. Il y a un coup de chapeau pour croiser une dame. C'est tout. Moi, de lui avoir vu faire 10 fois, 20 fois, je prends sa place et je m'arrête précisément au même endroit et je refais les mêmes gestes. Je deviens l'instrument, si vous voulez. Et je vois au rush les conséquences, si je me suis arrêté là où il fallait pour qu'on lise bien le mouvement ou non. Vous savez, le vitrail, la technique du vitrail proprement dite, est une technique tout à fait particulière, comme vous devez vous en douter. Je ne veux pas entrer dans le détail de la fabrication d'un vitrail parce que ça n'a pas un intérêt particulier. Ce qui est intéressant dans le vitrail, c'est qu'il faut qu'à la base, une composition puisse s'inscrire à l'intérieur d'une fenêtre dont les formes sont variables. Et quelquefois, c'est un groupe de fenêtres qui fait un triptyque et qui fait en somme une composition qui se répartit dans 3 fenêtres différentes. Ça, c'est un des points essentiels. Il faut donc qu'au départ, vous sachiez dessiner parfaitement pour pouvoir, et que vous ayez un sens de la couleur, bien sûr, pour pouvoir inscrire une composition avec des personnages à la demande. Et c'est-à-dire, si par exemple on vous dit de faire la scène dans une fenêtre, dans une seule et unique fenêtre, il faut trouver la solution, alors que la scène en général est en largeur, voilà qu'il faut trouver la solution pour qu'elle s'inscrive à l'intérieur d'un seul et même d'un vitrail vertical. Bon, c'est un ensemble de choses qui nécessitent énormément de compétences de la perspective, de l'anatomie, car lorsqu'on fait un personnage, j'ai fait beaucoup de cartons avec ce maître qui s'appelait Théodore Gérard en scène, et j'ai exécuté ces cartons au départ, il m'a fait travailler comme ça, des cartons qui faisaient par exemple 8 mètres de haut ou 10 mètres de haut, et lorsqu'il faut installer 2 personnages à l'intérieur d'un carton, il faut pouvoir dessiner les mains, les draperies, les visages, etc. Il faut savoir, outre les impératifs relatifs à la technique du vitrail, il faut savoir dessiner et expliquer, par exemple, un détail. Bon, alors, enfin, quand je dis expliquer, l'expliquer physiquement, quoi. C'est-à-dire, il faut pouvoir le dessiner, voilà. Alors, tout part d'une maquette qui, en général, n'est pas grande, et on l'agrandissait avec un quadrillage, et on reportait ces carreaux agrandis à une échelle, et on le reportait sur les cartons. Et ça, c'est un exercice qui m'a demandé énormément de travail et j'ai été vraiment très heureux d'apprendre ça parce que c'était une discipline qui m'a forgé, qui m'a obligé à apprendre l'anatomie, à apprendre des choses très, très serrées. Et puis par ailleurs, comme le vitrail est un matériau noble et qui joue en fonction de la lumière, et des différences de lumière au cours d'une journée, ce maître en scène était un homme merveilleux qui savait exactement, qui avait des notions aussi d'architecture et qui, lorsqu'il arrivait dans une église, cherchait où se levait le soleil et où il se couchait. Et ainsi, lorsqu'il avait un programme complet à faire dans l'église, il faisait que toute la journée, on puisse profiter de la lumière à travers ces couleurs qui se levaient avec des tons froids et qui se couchaient avec des tons chauds.
il passait des tons froids ou tons chauds dans une chromatique. Et est-ce que vous voyez, justement, là, tel que vous venez de le décrire, ça me paraît évident, une analogie avec le cirque qui est, où on peut voir de tous les points de vue, où il y a cet aspect graphique. Est-ce que vous avez fait le lien? Est-ce que ça vous a aidé dans votre travail ensuite pour les costumes, pour autre chose? Est-ce qu'il y a un lien? Ou est-ce que c'est pour vous une discipline vous avez fait une fois et qui s'est séparée de votre travail par la suite? Ou est-ce que vous voyez une continuité? Toutes les expériences que j'ai pu faire dans la vie ont été complémentaires. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le sentiment de faire des choses différentes. J'ai retrouvé les mêmes règles dans différents domaines. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui s'imposent. Pour un acrobate, il y a des choses qui ont les mêmes exigences que pour un maître verrier. C'est-à-dire qu'il doit considérer que l'équilibre est en lui et qu'il doit trouver son point d'équilibre, lui. Et ce sont des choses qu'on apprend de façon rigoureuse, de la même façon que pour une composition, pour une fenêtre à grande échelle, et que l'on doit d'abord exécuter à une petite échelle, il faut savoir exactement ce que tout ça va devenir une fois planté là-haut. Et je vois que, par exemple, on a les mêmes résonance dans la musique, dans la peinture, les tons chauds, les tons froids, enfin, en toutes choses, les accords majeurs, les accords mineurs, tout est à partir de règles fondamentales. Or, le jour où les gens cassent ces règles et disent, voilà, on ne veut pas faire ce qu'on a fait avant parce que c'est périmé, c'est renier ce qui est la base même de toute source d'invention. Et je pense qu'il y a dans l'innovation une richesse que l'on puise dans la tradition. C'est pour ça que je suis terriblement attaché à la tradition, parce que c'est la base. Et si on ne s'appuie pas sur ces bases, on ne peut rien faire. C'est comme quelqu'un qui n'aurait pas de colonne vertébrale. Et j'ai constaté au cours du temps que beaucoup de gens faisaient des choses comme ça, hybrides, et qui ne les menaient pas loin. Je voyais dans le dernier programme que j'ai vu au Cirque d'hiver, j'ai vu deux garçons qui sont deux acrobates qui font un numéro de porteur, enfin d'équilibre et de saut. Ce sont deux jeunes sauteurs italiens et ils sont extraordinaires parce qu'ils n'ont rien d'autre que leur corps, et avec ça ils font du spectacle. Et donc l'émotion, elle est constante et permanente. Et je veux dire que si on cherche l'émotion dans des artifices annexes, c'est une erreur colossale, quoi. Il faut que les gens s'impriment de la même façon dans le comique. S'il n'y a pas une vraie nature, s'il n'y a pas un souci de la construction d'un effet comique, cette construction qui s'apprend au cours du temps avec les spectateurs, vous comprenez? Ce sont les spectateurs qui donnent au clown la résonance. Il essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas. Tiens, il se pose la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, parce que je l'ai fait trop vite, ou je l'ai fait trop tôt. Et il corrige ainsi les choses au jour le jour. Et c'est comme ça qu'une invention après une autre, un petit détail, un tout petit détail qui lui est personnel, vient complètement révéler sa personnalité propre à travers une entrée, par exemple, qui est complètement empruntée au fond commun. C'est-à-dire que quand un artiste, je voyais un élève, je ne vais pas le citer à une époque, à qui je disais, tu devrais apprendre la danse et l'acrobatie, il faisait un numéro de jongleur. Et je lui dis, pour faire véritablement un numéro digne de ce nom, il faut que tu apprennes et la danse et l'acrobatie, parce que c'est complémentaire. Et tu pourras ainsi monter un numéro et courir. Oh, je ne veux pas courir le monde avec ma valise, et je ne veux pas m'ennuyer dans un numéro. J'ai dit, mais attends. Alors ça, c'est un manque total d'humilité. Parce que, justement, jour après jour, on perfectionne une chose et on ne sait pas où elle peut déboucher, sur quoi elle peut aller. On ne peut jamais le savoir d'avance. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Mais si quelqu'un s'est dit au départ, je ne veux pas faire ça parce que je n'ai pas envie de me trimballer avec un numéro à travers le monde, c'est un manque total d'humilité et c'est se donner une barrière, des limites, et c'est complètement stupide, quoi. Vous aviez aussi d'autres modèles qui étaient, eux, dans le cinéma muet, qui étaient les burlesques américains. Mais qui sont issus de ça. Qui sont issus de ça, bien sûr, voilà, qui sont issus, puisque Chaplin, Harold Lloyd, Keaton viennent tous. Et Harry Langdon.
Harry Langdon a débuté au cirque comme Auguste. Hein. Et regardez-le dans Tramp, Tramp, Tramp ou dans n'importe quel de ses longs métrages. Il n'en a pas fait beaucoup, il n'en a fait que 3. Mais il est prodigieux. Prodigieux. C'est un Auguste né, quoi. Il est formidable. Et tout ce qu'il a apporté dans le cinéma comique n'est qu'à lui. Vraiment, ils ne ressemblent en rien. D'ailleurs, ils ne se ressemblent pas entre eux. Ils sont de la même famille, quoi. On sent très bien qu'ils ont les mêmes fondements, mais ils sont très différents. Il n'y a pas plus différent que Chaplin et Keaton et Harry Langdon, c'est pareil. Et pourtant, et Stan Laurel, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont vraiment appris un métier, quoi, et qui ont une nature comique fabuleuse, quoi. Mais est-ce que par exemple, l'une de leurs différences, il y en a d'autres sur leur poésie propre, c'est que l'idée que dans le corps burlesque, dans le cinéma burlesque, ça correspond en fait à des âges de l'adolescence et de la prime jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut dire que, je sais pas, W.C. Fields, je sais pas, ça doit être un âge, Chaplin, ça doit être 13 ans, c'est-à-dire la révolte du premier adolescent, 14 ans. Keaton, c'est plutôt 15 ans. Voilà, et ça correspond à chaque fois à des âges de la jeunesse, enfin avant l'adulte. Il y a toujours une permanence de l'enfance, effectivement, de la jeunesse, comme vous dites, parce que c'est vrai qu'on peut... Je n'ai jamais fait cette analyse, et je m'évite toujours de faire des analyses de cet ordre-là, pour une raison très simple, c'est que la spontanéité, on m'a souvent demandé comment je trouvais des choses, je n'ai jamais su. Ce que je sais seulement, c'est qu'il faut garder un certain regard justement neuf, celui qu'a la jeunesse, et aller vers les choses que l'on aime passionnément et que l'on veut défendre. Moi, je n'ai jamais pu faire l'analyse que vous faites. Néanmoins, je constate effectivement qu'il y a toujours ce souci de distraire à travers des éléments qui n'appartiennent qu'aux jeunes. C'est-à-dire, j'ai vu Charlie Rivel en fin de carrière, à 80 ans, il était comme un enfant dans la piste. Et il disait toujours, je suis comme un petit enfant. Et je pense que tous les comiques ont ça. Sinon, ils n'entreprendraient jamais un travail aussi dérisoire. D'abord, aussi dérisoire que de vouloir faire rire les autres, comme disait Molière, qui est la chose la plus difficile au monde. Et finalement, ils n'auraient jamais non plus le courage, comme disait Laurel, de passer pour un imbécile ou de quelqu'un qui est maladroit, etc. Il disait qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Il faut aimer à ce point ce que l'on fait pour pouvoir endosser tout ça sans avoir à prouver qu'on est autre en dessous de l'apparence. Et en fait, c'est la vraie nature qui apparaît là, quoi. Dr. Jerry et Mr. Love, de Jerry Lewis, 1963, et Jerry Lewis et Pierre Etex. Et vous, Pierre, on vous pose 1000 fois cette question. Combien de journalistes, how many newspapermen asked from Pierre that question? Comment trouvez-vous vos gags? How do you find your gags? Je les trouve excellents. You find them good gags. Je veux dire par là, quelle est la part d'observation quotidienne dans les gags? Non. C'est ça qu'on vous demande tout le temps. Toujours. Et je pense que pour Jerry, la question est la même. Et the same for you. What observation did you take from life? C'est pour ça que sournoisement, je lui ai demandé tout à l'heure. Où allez-vous chercher tout ça? You must use your laboratory. Yes. Votre laboratoire est là devant vous. Exactement. I could write a gag right now, having never known where this place is. Je pourrais écrire un gag tout de suite sans même à savoir où nous sommes. With something. Avec quelque chose. N'importe quoi. Vous n'avez pas de référence, c'est-à-dire que lorsque vous créez un gag, vous êtes seul. Vous n'avez pas de témoin pour son efficacité. You have no one with you, no witnesses. C'est donc find vous. It yourself. C'est vous le premier spectateur. You're the first spectator. Yes. Si You're all sitting with me. Are you all seeing the gag that I see right now? Vous êtes tous assis avec moi et vous voyez les mêmes gags que moi. Seulement c'est moi qui les trouve. Do you see it, Louis? Do you see it? Est-ce que vous voyez un gag? I have one in mind. Je pense à un gag là maintenant, mais est-ce que vous le voyez vous maintenant? Which one? You don't know it, do you? No. So who's the witness? Qui est le témoin? C'est moi, parce que moi j'ai vu un gag là maintenant et vous ne le voyez pas.
Which is the gag, Jerry? Well, I need help. Il faut qu'on m'aide. I need Pierre. You come with me. J'ai besoin de Pierre pour ça. Tell that man on the camera to please get up. Dites à cet homme qui est devant la caméra de se lever. S'il vous plaît. Oui, levez-vous. And get away from the track. Et éloignez-vous du travelling. Yeah? Une autre chose qui pourrait caractériser l'acteur burlesque, le génie, parce qu'il faut dire que ce sont des génies, c'est... Regardez Jerry Lewis, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est qu'en fait, il y a une chose qui vient profondément du cirque, c'est qu'ils jouent aussi avec toutes les parties du corps. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec leur dos, ils jouent avec leur corps. Et ça, on va le retrouver dans le cinéma burlesque. Oui, c'est absolument vrai. Les gens au théâtre jouent de façon frontale. Donc, ils sont en représentation. Au cirque, ils ne jouent pas, ils travaillent. On ne dit jamais qu'un clown joue, il travaille. D'ailleurs, ce qui m'avait frappé quand j'étais gosse, quand le clown entrait dans la piste et qu'il enlevait son manteau de lumière pour apparaître encore plus beau dans un costume scintillant en dessous, il disait « Bon, maintenant on va travailler ». Et on va travailler, alors c'était quoi ? Il prenait une guitare, il commençait à jouer de la guitare. Ah ! Et effectivement, il y avait un travail qui commençait, il commençait à jongler avec... Et l'autre arrivait pour contrarier. Bon, donc, c'est dès le départ, il y a cette idée que le public qui est placé tout autour doit tout voir à tout instant. C'est le contraire de la représentation de l'acteur qui travaille de façon frontale. Et effectivement, c'est ce qui les a tout de suite orientés vers le cinéma, qui leur offrait la possibilité de les montrer sous tous les angles possibles. Ils pouvaient travailler de dos, etc. Bon, ce qui était important, c'est que Keaton a dit « le monde nous appartient ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il allait dépasser le cadre de la scène du music-hall pour aller faire des choses dans la nature. Et effectivement, dans la nature, il a une science de la mise en scène extraordinaire. Comment a-t-il reconstitué un ouragan dans Steamboat Bill Jr. ? C'est extraordinaire. C'est l'œuvre d'un très grand metteur en scène, pas seulement d'un comique, mais de quelqu'un qui a très bien compris le cinématographe. C'est un moyen nouveau qui s'offrait à eux. Et de la même façon, Chaplin a fait quelque chose de tout à fait différent, mais qui est aussi l'héritage de son apprentissage de comique ailleurs, autre part. Come in, Fred. Charlie Chaplin, It's like old times seeing you occupy this room again. Lamplight, Les Feux de la Rampe, What's on your mind? 1952, Well, we've got you down for 10 minutes, and that's the limit because there's 20 other acts to follow. avec la voix de Buster Keaton. Then you're in a song first and finishing up with a musical act. And I'll ring down after you fall in the drum. No, after I'm carried off in the drum. Right you are. Thank you, sir. Thank you. If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. First the doorman, then the call boy, now the stage manager. Me, Boston. Well, it's like old times seeing you here again. Put it on your war paint. Yeah. Par exemple, il y a ce gag donc avec ce jeu à 360 degrés donc du cirque de Chaplin. Il perd sa petite amie, on croit qu'il la perd, et on le voit de dos. Et en fait, il a les épaules qui se secouent, et on se dit, il est effondré, il pleure et tout ça. La caméra se retourne, et en fait, il est en train de secouer un shaker. Un shaker. Et donc, il y a cette virtuosité perfectionniste et extraordinaire de jouer, et là, en contradiction avec son propre corps. Comme si le corps était... Chaque membre était autonome, enfin, il y a une sorte, presque pas comme une marionnette, mais de fait que chaque membre du corps peut avoir une autonomie. Un acteur n'est pas capable de jouer de cette manière et d'avoir une telle aptitude physique. Enfin, ça demande une aptitude physique quand même. Ah bien sûr, ça c'est la base même. Hein. Je veux dire, tout commence par l'acrobatie, par l'équilibre. La première chose qu'on apprend, c'est équilibre. Ensuite, faire une courbette. Alors la courbette, c'est déjà une chose qui n'est pas tellement simple. À l'endroit où vous avez posé les mains et où vous vous êtes dressé, les pieds en l'air avec les pointes de pied tirées vers le ciel, la tête relevée, d'un coup, voilà qu'il faut fouetter avec ses jambes pour que les pieds retombent à l'endroit où étaient les mains. Tchac, tchac, très rapidement.
Et c'est le point de départ de l'acrobatie. Kostia Shotachen, qui était professeur à l'école, disait toujours « Si tu fais une bonne courbette, tu deviendras un bon acrobate. » Et c'est vrai qu'après la courbette, commence le flic-flac, après le flic-flac, le saut périlleux, rondade, flic-flac, saut périlleux, etc. Et c'est tout un ensemble de choses comme ça qui font qu'un beau jour, lorsque Keaton fait des cascades, il ne les fait pas de façon acrobatique, il les fait comme un casse-cou. Et c'est parce qu'il avait le contrôle total de son corps. Il savait exactement tout ce qu'il pouvait faire. Ce qui est inimaginable, c'est que Willy Dario, qui m'a raconté que lorsqu'il travaillait à Medrano, il était dans le même programme que Buster Keaton, il me dit qu'il faisait une cascade au début de son entrée. Il arrivait par un escalier qui était parallèle à l'orchestre et qui descendait jusque dans la piste. Et il ratait la première marche et il cascadait jusque sur la banquette de la piste. Une marche après l'autre. Il m'a dit, aucun de nous, parmi les acrobates qui étions au cirque, était capable de faire ce qu'il faisait lui. Il avait commencé à l'âge de 3 ans et c'est pour ça qu'il savait faire ces choses-là d'une façon unique au monde. Si vous voulez que je vous le mette là, je vais vous le mettre là, moi. Là. Jacques Tati, Jour de fête, 1949. Wow. Doucement, à vous. Écoutez, la hauteur. Écoutez là, regardez-moi ça, là, c'est pas possible. Je pense que j'aurais jamais pu faire du cinéma. C'était pas mon idée du tout au départ de faire du cinéma. C'est venu très tard. Même j'ai été assistant de Tati et j'ai appris beaucoup avec Tati sur la construction d'un gag, etc. Tout ça. Mais quand j'ai quitté Tati, j'avais pas du tout l'intention de faire un film, le moins du monde. Et je suis revenu au music hall où j'ai fait mon numéro. Mais si je n'avais pas eu cette pratique du music hall grâce au public, car à l'époque on pouvait travailler tous les jours, ce qui était merveilleux, c'était pas accidentellement. Aujourd'hui, pour avoir un contrat, c'est très rare. En France, s'entend. À l'étranger, oui. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui ont un contrat dans certains cabarets en Allemagne, dans des cirques. À l'étranger, c'est possible. En France, ils attendent de temps en temps d'avoir un gala ici ou là. C'est pas comme ça qu'on apprend. Je vous assure qu'à l'époque, d'avoir tous les soirs le public devant soi ou autour de soi, c'était un régal et un vrai bonheur. Et là, ça vous amène automatiquement à une réflexion et savoir corriger ce qui ne va pas. Comme je vous disais tout à l'heure, le public vous apprend énormément de choses parce que on juge sur pièce. Où les faits passent, où ils ne passent pas. Et en fait, le fait aussi de travailler à l'étranger est une chose extrêmement importante parce qu'on ne rit pas de la même façon dans un pays que dans un autre. Il y a des choses qui, quand même, demeurent universelles. Ça, je l'ai pu vérifier aussi avec les films. Il y a des effets comiques qui ne passent pas dans certains pays, mais les effets forts, enfin les choses qui sont les plus pures, passent partout, sans problème. Et moi, la chance que j'ai eue, finalement, c'est d'avoir pu faire cet apprentissage. Et un beau jour, j'ai eu une idée pour une chose qui ne pouvait se faire ni dans la piste, ni sur scène. Et je me suis dit, ça, c'est proprement cinématographique, je vais donc le faire. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai fait un court-métrage, et ce court-métrage a marché, puis on a eu un Oscar, et puis, etc., etc. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai pu faire un long métrage et tout s'est enclavé l'un dans l'autre. Et sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu... Si j'avais pas eu cet apprentissage, je ne pense pas que j'aurais pu faire du cinéma comique comme je l'entendais. C'est-à-dire que j'avais de grands modèles qui étaient écrasants, certes. J'ai jamais comparé les géants que j'avais devant moi, mais je me suis dit que je voulais emprunter ce sillon, que je voulais aller dans ce sens-là. C'est-à-dire fuir la comédie bavarde, faire la chose qui peut passer les frontières, les situations qui peuvent amuser tous les spectateurs et le gag qui déclenche le rire, c'est-à-dire le rire le plus
le plus simple, le plus élémentaire, que tout le monde peut lire d'un seul coup. Est-ce que c'est pas plus difficile, à l'époque où vous faites ces films, que du temps du muet, en fait? Est-ce que le parlant n'a pas été un frein à... Ben oui, mais le parlant a apporté... vous savez, le parlant a aidé Chaplin à évoluer au cours du temps. Keaton, malheureusement, a eu sa carrière brisée, et ça, c'est le drame, parce qu'il aurait très très bien utilisé avant Tati, non pas le verbe, mais il aurait utilisé vraisemblablement le son. Et c'est-à-dire qu'il aurait fait ce qu'a fait Tati beaucoup plus tard, des effets sonores qui auraient été complémentaires et qui auraient été des éléments comiques. Robert, tu fais attention, mais bientôt faut le retourner ton... Tu vas prendre feu. Jacques Tati, Playtime, 1967. Oh, regarde, il y a un monsieur important là-bas. Souviens-toi de ce que je te dis, hein, tu... Bien comme ça, mon chéri. Oh, mon chéri, en tout cas, tu t'évites. Ouais. Regarde, un officier. Un officier? Ça va? Oui. C'est long. Tu as mis ta montre à l'heure. Vous savez, il y a des gens qui se souviennent, dans les vacances du Lot, du bruit de la porte du restaurant. Et ça, c'est le cinéma parlant qui l'a amené, le cinéma sonore. Et il y a dans un des premiers films de Chaplin sonore, c'est-à-dire City Light, un début où il se moque justement du verbe. Et il dit au début du film, il montre le vagabond qui est sur une statue qui va être inaugurée, et il y a des officiels qui viennent faire un discours, et il y a un homme qui parle, et on entend un bruit de mirliton qui fait... Et puis il y a une femme après qui fait aussi son discours. On n'entend rien de ce qu'ils disent, mais c'est cocasse, c'est comique. Il a donc utilisé ça dès le départ. Mais indéniablement, Tati a apporté énormément en son temps. Donc, il ne faut pas renier, il ne faut pas renoncer à ce qui fait avancer les choses. Au contraire, il faut savoir s'en servir, quoi. Il ne faut pas en avoir peur. Quand le cinéma est arrivé, certaines personnes ont dit « Ah ben, le théâtre est fini ». Guitry le premier. Et puis après, il s'est confessé en disant « Mais j'étais complètement stupide », puisque justement, au contraire, il n'y a aucune relation entre le théâtre et le cinéma, mais l'un est complémentaire de l'autre. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est qu'un film passe automatiquement à la télévision. Or, la télévision, elle a sa fonction propre, mais elle n'est pas faite pour remplacer le cinéma. Aucune expression peut en remplacer une autre. Pour moi, c'est clair. Pour un film comique, on critique beaucoup. On vous dit, oh, telle séquence est longue. On s'aperçoit des longueurs dans le comique, parce que le comique ne pardonne pas. Et dans un film normal, dans un film à dialogue, et dans un film où il y a pratiquement des chants et contre-chants pendant 10 minutes sur des personnages qui parlent. Un film où on pense. Un film où on pense, oui. On est beaucoup moins sévère. Et je me suis amusé à couper le son pendant une projection à la télévision, la retransmission d'un film. C'est une pratique qui devrait être généralisée d'ailleurs. Oui, on s'aperçoit de la pauvreté de l'image. On s'aperçoit que pendant 10 minutes, on est sur une dame qui parle à un monsieur, qui répond à la dame, qui répond. Pendant 10 minutes, ça continue, et personne ne s'aperçoit que c'est très long. Pourquoi? Parce qu'il a un ronron, il a un texte qui lui raconte les choses, qui lui dit que le personnage est malheureux, qu'il souffre, etc. Tandis que dans un film muet, ou presque, enfin... disons un film où l'image doit être éloquente, le spectateur ne fait peut-être pas la gymnastique de comprendre à travers ce qu'on lui fait voir les sentiments d'un personnage. Un quart d'heure plus tard, nous étions amis. Venez voir. Pickpocket de Robert Bresson, 1959. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'ai pris la plupart de mes tours.
Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Il fallait faire travailler mes doigts, les assouplir. Pour les réflexes, l'appareil à sous était un excellent exercice. Quand Bresson vous fait tourner dans Pickpocket, on sait qu'il n'aime pas les acteurs. Donc il ne vous engage pas comme acteur. Il vous engage pour ce que vous êtes. Et donc, voilà. Donc avec Asadji, le illusionniste et le magicien, vous faites une sorte de ballet qui est extraordinaire, qui est peut-être qui est moi une des 10 plus belles scènes du cinéma. Ces scènes dans la gare de train, les portefeuilles qui passent, comment ça s'est passé avec Bresson en fait Bien justement, vous l'avez dit, c'est précisément parce qu'il n'a jamais voulu d'acteur. Et un jour, parce qu'il venait souvent à la production où je travaillais avec Tati, puis nous avons bavardé souvent ensemble. Et un jour, il m'a dit qu'il allait faire ce film et qu'il allait demander à Kassaji d'être le personnage. Alors là, j'étais surpris parce que je connaissais Kassaji, c'était un ami, et je lui avais dit je connais Kassaji. Ah, vous connaissez Kassaji? Mais alors, bon, il était très intrigué. Et puis il me dit, mais vous avez fait de la prestidigitation? J'ai dit oui, bien sûr. Ah bon, mais alors vous seriez d'accord pour... J'ai dit oui, bien sûr. J'étais fou de bonheur, moi, de travailler avec Bresson. Je n'en ai pas tiré grand-chose sur le plan de l'enseignement. C'est beaucoup plus tard que j'ai pu apprécier toutes les qualités de son cinéma, qui est très rébarbatif pour certains, même totalement hermétique, qui pour moi correspond très exactement à ce que contient une tragédie grecque, à ce que contient un opéra. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ces choses qu'on ne peut pas expliciter, qui sont de la beauté pure, quoi. Et il était, de mon point de vue, le seul exemple. Les Japonais, Ozu, a fait des choses qui vont dans le même sens, mais il était l'exemple en France de quelque chose qui n'avait jamais existé au cinéma. Et j'ai apprécié de plus en plus au cours du temps sa façon de mettre en scène et de réaliser un film qui n'était qu'à lui. Et sa rigueur, qui passait pour une austérité au départ, devient quelque chose qui, au cours du temps, révèle une sensibilité exacerbée. Et il a un regard sur la jeunesse qui me touche encore. Il est tout jeune, Bresson, quand il fait ses films. Il a un regard sur la jeunesse, par exemple, dans Le Diable, probablement. La fin du film est une des choses les plus déchirantes que j'ai pu voir au cinéma, avec une sobriété exemplaire, quoi, je veux dire. Cet adolescent qui se fait trucider au Père-Lachaise parce qu'il n'a pas le courage de le faire lui-même. C'est... La mort de Mouchette. Oui, la mort de Mouchette. Enfin, ce sont des tragédies qui se passent de pathos, ce qui au cinéma n'avait jamais existé. C'est fait avec une pudeur extrême et c'est 100 fois plus fort. Je pense à votre film Le Pickpocket. Pouvez-vous nous en expliquer l'intention? C'est un film de sentiment, mais je me suis amusé par moments à essayer de toucher le public uniquement par des rythmes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la séquence de la gare de Lyon. Les rythmes sont donnés dans les films par des successions de plans, d'une part, de dimensions différentes, mais aussi par les mouvements incorporés à ces images, à ces plans. Il y a là une espèce d'arabesque à trouver qui est intéressante à faire si on arrive à la faire, si on pense à cette arabesque en faisant toute une séquence, comme j'ai essayé de le faire pour la séquence de la gare de Lyon. Mais pourquoi avez-vous choisi la gare? J'ai choisi la gare parce qu'elle était justement ce qu'il y avait de plus bruyant, de plus mouvant et au fond, je l'avoue, de plus difficile à faire. Et lui aussi, il a ce travail comme les comédies sur le son, c'est-à-dire que la bande sonore est quelque chose à travailler en soi, à part. Ça n'est pas de l'illustration. Non, il l'a dit un jour, et je l'ai souvent cité, le son est au moins aussi important que l'image. Et il a tellement raison, je veux dire.
Vous savez, quand on y regarde de près, les sensations olfactives sont des choses qui vous réveillent des souvenirs, qui vous apportent une émotion. Je sais que l'odeur du bois brûlé, par exemple, un jour que j'ai ressenti au cirque, justement, un soir, il y avait dans la nature, là où nous étions, il y avait quelqu'un qui brûlait du bois. Ah, je me suis retrouvé enfant dans la maison de ma grand-mère, en campagne. J'ai eu une émotion profonde. Un son est aussi capable de vous faire revivre quelque chose. C'est extraordinaire, un souvenir d'enfance, une cloche qui sonne au loin. Oh, ça rappelle une chose qu'on a entendue dans sa jeunesse. C'est vrai que chez Bresson, il y a un film qui se termine par, je crois que c'est 4 nuits d'un rêveur, je crois que c'est celui-là, je ne suis pas certain, qui se termine par, il était passionné de peinture, il peignait lui-même, il était peintre, donc il était passionné de peinture, et il se termine par la touche d'une brosse sur une toile en train de peindre, et il y a le bruit de cette couleur que l'on étale sur la toile, la résonance de cette toile tendue et de la brosse qui passe dessus. C'est extraordinaire. Le film se termine là-dessus. Et ça m'a donné la chair de poule. Ouais. Parce que je crois qu'il disait que l'œil pouvait être paresseux, oui. Mais que l'oreille, elle travaillait. Comment il a réglé cette scène? Parce que c'était très compliqué, cette scène dans la gare, oui. Et où on entend les sons. Enfin, il paraît parce que c'est vraiment comme un ballet. Enfin, oui. Avec la musique en plus qui est très très belle, qui vient donner un air. C'est la chorégraphie. Enfin, il y a une sorte de très chorégraphié. Il y avait une grande rigueur dans ce qu'il demandait. Mais il ne montrait jamais rien. Il choisissait des gens qui avaient une personnalité et il attendait tout d'eux, alors que ce n'étaient pas des acteurs. Par exemple, de Cassagi, c'était absolument pas un acteur. Et Martino La Sala n'était pas acteur non plus. Moi-même n'étais pas acteur. Et il attendait de chacun quelque chose qui allait se passer. Et c'était très curieux parce qu'il ne donnait d'autres indications que des indications verbales. Par exemple, il me disait à un moment de regarder Cassagi, qui était hors champ. Et il me disait, regardez le fort. Alors, je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait dire. Alors, je regardais Cassagi, qui n'était pas dans l'image en plus. Et je savais que Cassagi était censé être hors champ. Mais il n'était pas là, en plus, au moment où il me disait de le regarder. Alors, regardez le fort. Alors, je regardais... Non, je vous ai dit, regardez le fort. Alors, je me fixais mon attention. Non, ne le regardez pas dur. J'ai dit, regardez le fort. Pas dur, fort. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et diable, il fallait faire... Bon, alors, c'était le hasard. Alors, non, on continue. On en fait une autre. Regardez le fort. Alors, dès l'instant que vous commencez à chercher, à transcrire le sentiment qu'un autre porte sans avoir d'indication physique, c'est terriblement difficile. Tout passe par l'intellect. Alors ça, c'est l'horreur, parce que c'est là où vous commencez à jouer. Je me souviens toujours de Buñuel, qui avait dit un jour, c'était un peu la même chose. Buñuel faisait avec ça, avec des acteurs. Un jour, je crois que c'est dans Le Fantôme de la Liberté, où il y a 2 inspecteurs de police qui sortent d'un ascenseur, et en sortant de l'ascenseur, il leur dit, vous regarderez là-bas, et vous verrez un cadavre. Alors il n'y avait pas de cadavre, bien sûr, et ils sortaient de l'ascenseur, et ils ont marqué la surprise. Alors, non. J'ai dit, vous regardez le cadavre, point final. Alors, bon, la deuxième fois, ils ont regardé, mais ça ne correspondait à rien. Alors, vous savez, non, vous regardez le cadavre. Alors, l'acteur a fini par demander à Buñuel, mais écoutez, à quoi dois-je penser alors? Qu'est-ce que je dois exprimer? À quoi dois-je penser? Il lui dit, tu penses à ta tante. C'est surréaliste. C'est complètement surréaliste. C'est surréaliste. Et l'autre a regardé, et je ne sais pas à quoi il a pensé, à sa tante, s'il en avait une. Et de toute façon, il dit, bon, parfait, coupé, et il a eu ce qu'il voulait. Oui, c'est l'enlèvement de la psychologie. Toute la psychologie est enlevée. Et en même temps, c'est ça un artiste, pour moi. C'est celui qui demande à quelqu'un de faire quelque chose, mais certains acteurs pourront considérer que c'est une forme de dictature, une forme abusive de direction qui impose, etc. Moi, je pense qu'au contraire, c'est laisser une chance. Un acteur profondément, qui a une personnalité comme pouvait avoir Wells, comme pouvait avoir Rému, comme pouvait avoir des gens d'exception comme Pierre Brasseur, que sais-je. Il n'y en a pas eu des masses. Hein.
Il suffisait probablement qu'un metteur en scène leur dise « Je pense que Renoir a dû dire des choses à Carrette de cet ordre-là, et que Carrette s'en est fort bien sorti. » Ça n'est pas une atteinte à leur personnalité, c'est au contraire le moyen de leur faire entendre qu'il y a des choses qui échappent à tout le monde, et que les choses qui nous échappent sont quelquefois les choses les plus importantes. C'est Maria Cazares qui l'avait très mal pris avec Bresson. Quand il me parlait des Dames du Bois de Boulogne, il était... les acteurs ont fiché mon film en l'air. Oui. Alors je lui disais, mais écoutez, quand même, on ne peut pas dire que... Non, écoutez, je vous en prie. Ils m'ont détruit le film. Alors je lui disais, mais comment s'appelait Bernard Paul Bernard, quelque chose comme ça, oui. Et bon, il me dit... Alors lui, il était exécrable. Alors moi, je n'avais pas gardé le souvenir de quelqu'un d'exécrable. J'avais vu les Dames du Bois de Boulogne en son temps. Et voilà que j'ai revu le film et je me suis rendu compte effectivement qu'il était complètement à côté de la plaque par rapport à l'univers de Bresson. Mais c'était beaucoup plus tard que je m'en suis rendu compte. Federico Fellini, sur les clowns, 1970. J'aimerais pouvoir dire je déteste les clowns, je déteste le cirque, je n'ai jamais vu un spectacle de cirque de ma vie. Mais ce serait trahir une vérité qui à présent m'appartient de façon totale. Les clowns, les Colombaiani, ont été pour moi la révélation du spectacle, dans sa forme la plus absolue. Vous avez joué dans les clowns ? Oui. Mais une petite chose. Oui, non, puis falsifié complètement. Ah bon ? Ah oui, c'est là qu'il m'a doublé, il m'a fait dire des choses que je ne disais pas, et il m'a fait jouer la comédie de façon grotesque. C'est-à-dire que j'avais un film sur les Fratellini qui avait été tourné en 1930, je sais pas, quelque chose comme ça, quand ils avaient fait, oui, dans les années 30, quand ils avaient fait leur tournée. Et ce film m'avait été proposé par un artisan du Faubourg Saint-Antoine qui avait acheté un appareil de projection 19.5 ou 18.5, je ne sais plus quel était le format exactement, et puis un format qui a disparu complètement, et qui était sonore. Et il avait plusieurs films, dont celui-là. Il me dit, j'ai un film, on me dit que c'est les Fratellini, je ne sais pas, est-ce que vous voulez venir le voir ? Je vais le voir, effectivement. Et on voyait un peu une entrée des Fratellini. Alors j'ai montré ça à Fellini. Et alors, il a été bluffé complètement quand il a vu ça. Mais il a tourné en dérision, comme il faisait toujours, c'est-à-dire que lui, il avait son idée sur ce qu'il voulait faire, qui était en fait, il voulait faire, comme il disait, quelque chose de funèbre sur le clown, quoi, la disparition du clown, etc. Et le regard qu'il portait sur les clowns, il était lié à ce qu'il avait vécu dans son enfance. Il avait vu des clowns qui lui avaient fait peur. Et donc, pour lui, le clown, c'était ou un alcoolique ou un débile mental, et il est resté sur cette idée. Et, bon, j'en ai parlé avec lui longuement, et il n'a jamais rien voulu entendre. Et je savais qu'il allait vers quelque chose qui me déplairait fondamentalement. Parce que ce qui était terrible, c'est qu'il a fait appel à des gens qui étaient encore vivants. Il y avait Pipou, il y a eu Nino, il y a eu Maïs, il est allé chercher Tristan Rémy, le père Barriot, enfin tout ça, Loriot. Et puis, il les a mis en condition. Il disait par exemple, les clowns se réunissent dans tel bistrot, etc. Il faisait boire. Et puis, il faisait un faux conflit. Enfin bon, des choses mais inimaginables. Le père Barriot, par exemple, qui était en pleine forme encore, il lui disait « Faites comme si vous ne pouviez pas vous lever », etc. Enfin bon. Et puis, hormis ces moments de documents comme ça, il reconstituait les Fratellini avec des comédiens et il leur faisait faire des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que faisaient les gens, quoi. D'origine, Antoinette et Baby, etc. Enfin, bon, le père Barriot avec Dario, enfin, tout était falsifié. Et alors, ça ne m'a pas plu du tout, quoi, je veux dire. Et alors, j'ai dit, ce qui est très dommage, je suis dit, c'est que vous niez l'existence des grands comiques américains, quoi, qui sont issus de ça. Mais non, c'est pas la même chose. Ça. Bon, enfin, bref. Il avait une vue pathétique, en fait. Oui, mais c'est faussement pathétique. Enfin, c'est bon. Moi, en fait, il avait fait ce film pour la télévision. Oui, c'est tout. Et il était mariole parce que, bien sûr, moi, quand j'ai vu ce qu'il faisait et les moyens qu'il avait, j'ai dit, bon,
tout le monde va dire oh, mais c'est trop extraordinaire, il ne faut pas que ça ressorte qu'à la télévision, il faut qu'on puisse le voir au cinéma. Ça n'a pas été au bout de 8 jours. Sa secrétaire me dit oh, si vous voyez l'Irlande, c'est formidable. Oh là là, il faudrait qu'on le voit sur grand écran, parce que là, tellement c'est beau. Oui. Et puis, résultat, il est sorti au cinéma, et les gens disent quand même merde, alors, rendez-vous compte ce qu'il a fait pour la télévision. C'était juste après le Satyricon. Et je lui avais posé cette question, je me rappelle, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire après le Satyricon ? Il m'avait dit, un autre film. Mon enfance, j'ai vu Charlot abondamment, parce que mon père m'avait acheté un petit appareil de projection d'occasion, pas beaucoup de moyens, il avait acheté un Pathé Baby, et alors j'ai pu voir des courts-métrages de Chaplin. Et Laurel et Hardy, et surtout Laurel. Laurel seul a fait plein de films intéressants. Et Harold Lloyd avec Snob Pollard. Et c'était ça que je voyais régulièrement. Alors quand j'avais bien travaillé en classe, j'avais le droit d'aller louer un film. Il y avait encore cette possibilité chez des marchands d'appareils photo d'optique. Alors on louait un film pour les 24 heures, 48 heures. Et bon, alors je les voyais 10 fois, 20 fois. Et Charlot était pour moi une idole, quoi. Et mon père me disait toujours « Ah mais tu sais, il n'y a pas que Charlot, il y a Buster Keaton. » Ah bah oui, bien sûr. Et puis, ensuite, tout de suite après la guerre, j'ai pu voir les longs métrages de Chaplin. J'avais vu enfant, au moment où il est sorti, Les Temps modernes, mais qui ne m'avait pas du tout laissé l'impression d'un film comique. C'est très curieux. J'étais surtout extrêmement bouleversé par ce qui arrivait à Charlot. Le fait qu'il passe dans cette machine invraisemblable, il va se faire écraser, enfin c'est pas possible. Puis ce mec qui lui faisait peur, que sais-je. Ce qui était le plus terrible, c'est la machine à faire manger les ouvriers. C'était une horreur. J'étais au bord des larmes. Et quand à la fin, il s'en va tout sur la route, alors je pleurais. La nuit, j'étais gosse, j'étais tout. Et je pleurais, mes parents venaient me consoler dans mon lit en me disant « Mais écoute, non, pourquoi pleures-tu » Et je disais « Il est malheureux, Charlot, il est parti sur la route, etc. » Et alors je disais « Mais non, je t'assure, il est heureux, maintenant il est parti avec sa femme, tu vois. » Moi, je voyais pas ça comme ça. Et c'était... ça, c'est très curieux, parce que finalement, avec le recul, je me dis « Oui, bien sûr, c'est le pathos qui l'emporte chez Chaplin, toujours. Toujours. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop ça vite, je la passe à Villatoire. C'est notre seule sonte, ci vosse l'autre volta. Les chassis catonta. Tra-la-la-la-la-la-la. Vous avez parlé de la magie et de l'illusion. Est-ce qu'il y a un passage vers le cinéma à travers... Le cinéma est essentiellement illusionniste, puisqu'on monte, on fait du montage, on fait des chants contre chants. Il y a des problèmes d'attention, et on sait que dans la magie et l'illusionnisme, il y a aussi des détournements d'attention. Est-ce que là aussi, c'est... Je pense que vraiment, chaque chose est complémentaire d'une autre. Hitchcock, dans les effets de suspense, utilise les mêmes règles qu'on utilise pour construire un gag. Et finalement, ces règles qu'on a pour construire un gag sont les mêmes que lorsqu'on fait un tour de magie, c'est-à-dire à propos du détournement d'attention. On pose une situation, les gens suivent très bien, tout ça, puis d'un coup, il y a l'insolite qui arrive et qui fait qu'on est surpris. Mais on y est amené par différentes étapes. Et de la même façon, Hitchcock fait peur selon ce principe-là. Et
Et un effet comique se bâtit de la même façon qu'un tour de magie. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Méliès était magicien et qu'il a inventé en quelque sorte le 7e art. Parce que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe, mais le 7e art, c'est quand même Méliès. C'est lui qui a fait du spectacle. Et quel spectacle! Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Je pense que si Méliès n'avait pas eu la pellicule, qu'il ait coupé un moment et qu'il ait collé, et qu'il se soit aperçu que le tramway devenait d'un seul coup un corbillard, ou le contraire, alors là, surprise, et à partir de ça, il s'est dit, mais ça y est, et c'est comme ça qu'on trouve. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Parce qu'il travaillait tout le temps, et c'est en travaillant qu'il avait des idées. Les idées viennent quand on fait quelque chose. Un accident arrive et hop, et tout d'un coup, c'est... C'est un accident, et c'est cette chose qui ne vous appartient pas, et qui est la chose la plus précieuse au monde, quoi. Et que vous pouvez travailler après. Oui. Par exemple, quand vous employez un éléphant, je crois que c'est Siam dans Yo-Yo, quelle est la différence entre la manière de l'utiliser au cinéma et la manière de l'utiliser au cirque, par exemple? C'est qu'au cinéma, le fait de prêter une intention à cet animal qui vient chercher un enfant pour le sauver, et qu'il retrouve lorsqu'il est adulte, ça c'est une interprétation qu'on fait des choses, donc c'est une chose qui ne peut pas exister au cirque. Néanmoins, si cet éléphant n'avait pas travaillé au cirque, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il fait dans le film. C'est ça qui est extraordinaire. C'est merveilleux parce que le dresseur m'avait dit toujours, dites-moi 20 minutes avant ce que vous souhaitez qu'il fasse. Alors je lui expliquais, très bien, il le faisait répéter, c'était un Allemand, c'est Rupert Bemol, et il le faisait répéter, et puis il venait me chercher, il me disait, voilà, maintenant, je peux le faire, il peut faire ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous pensez de cette chose que je trouve très nocive, qui consisterait maintenant à enlever les animaux du cirque? C'est une aberration. C'est une aberration. D'abord parce que il y a une chose que personne ne veut entendre. C'est qu'un animal, il est exactement comme nous sommes. C'est-à-dire que nous vivons dans des cages, qu'on le veuille ou non. Bon, les animaux, lorsqu'ils ont un dresseur, moi j'ai très bien connu Gilles Bérouque, qui était un immense dresseur. Il me disait toujours, moi, je ne contrains jamais un animal à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Par exemple, quand j'achète des tigres, je vais dans la cage et je prends un bouquin et je commence à lire et puis ils viennent autour de moi et je vois ce que naturellement ils ont envie de faire. Et je développe ça et je commence à jouer avec eux. Et il me dit, c'est seulement quand je commence à jouer avec eux que là, ils commencent à trouver du plaisir à ce qu'ils ont à faire. Et il dit, après les choses se font tout naturellement. Et ce qui est formidable, c'est que tout au long de sa vie, il a pratiqué comme ça. Mais il les a aimés, soignés. Il s'est occupé d'eux. Il n'avait pas un garçon de cage qui allait nettoyer les cages. C'est lui qui nettoyait les cages, qui enlevait tous les excréments, etc. tous les jours, qui leur apportait à manger. Et il allait choisir chez le boucher les meilleurs morceaux pour qu'ils aient les meilleurs morceaux de viande, non pas de la viande avariée. Non. Et ça, c'est un vrai dresseur. Et il me disait toujours cette chose incroyable. Il me disait... Quand je vois quelqu'un qui n'a pas peur, qui entre dans la cage et qui vient dominer les lions, ou les fauves, enfin, il dit, j'attends qu'il se fasse manger. C'est celui qui dresse en férocité. Oui, en férocité. Il y a la fausse férocité aussi, qui est un jeu entre l'animal et le dresseur. Il y a les dompteurs et puis il y a les dresseurs, quoi. Et Gilles Bérouque était un vrai dresseur. Écuyer Bouglione, 1974. Je suis né en 1911. Je sais pas compter, ça fait quel âge? 59. Ça fait un moment que vous êtes maître écuyer, alors. Oui. Si c'était à recommencer... Ben, je vois la même chose. Malgré tout ce que vous avez eu de difficultés... Oui. Il n'y a pas de problème, vous n'hésiteriez pas une seconde. Non. Et quel est le premier travail que vous ayez fait au cirque? J'ai fait travailler un cheval en 1919. Toujours les chevaux? Même en selle, j'ai fait travailler des oies. Des oies? Oui, puis un cochon, j'avais 5 ans. Le cochon m'avait marché sur le pied, une fois j'avais pleuré, j'ai pris une volée parce que j'avais pleuré. Il y a une phrase très célèbre d'Annie Fratellini qui disait « On ne devient pas clown, on est clown ». Et vous êtes venu en fait vers le cirque. Alors comment êtes-vous venu, sachant que vous n'étiez pas né dans ce milieu et donc ça nécessitait forcément un apprentissage? Enfin, elle disait ça parce que j'avais écrit un jour
on n'est pas clown, on est clown. N-A-I-T, le verbe naître. C'est vrai que, indéniablement, on est aussi avec une oreille musicale ou pas. De la même façon, je veux dire, on a au départ une disposition qu'on ignore parfois, ou qui se révèle très vite, mais on ne sait pas pourquoi. Elle demande obligatoirement de travailler beaucoup. C'est quelqu'un de doué, par exemple, comme disait Brassens, sans travail, le don n'est qu'une sale manie. Et c'est vrai que le don implique une exigence énorme, parce que quelqu'un qui est doué a forcément plus de facilité qu'un autre. Et ainsi, il se dit « Oh, j'ai pas de problème, je vais pouvoir faire ceci et cela ». Non, il faut au contraire qu'il domine la situation pour apprendre, avoir justement cette humilité d'apprendre les choses élémentaires et de les mettre en pratique. Moi, lorsque j'ai vu des clowns, pour la première fois, j'avais 5 ans, et j'ai dit à mon grand-père qui m'avait emmené au cirque, c'est ça que je veux faire. Et je n'ai jamais changé d'avis. Et toute ma vie a été axée sur le comique. Et entre-temps, j'ai fait plein de choses, mais j'avais toujours cette idée qu'un jour, je ferais un numéro comique. J'ai donc monté un numéro musical, et puis j'ai eu la chance de travailler avec Nino Fabri, qui était un clown et professionnel. Je me suis lié avec, évidemment, tous les artistes de cirque, parce que j'ai connu au cours de mon adolescence les cirques passés dans ma ville natale, et je rencontrais des artistes avec lesquels je liais des liens, et lorsque je venais à Paris, je les rencontrais, et j'ai appris énormément de choses avec eux. Et quand j'ai eu la chance de travailler avec Nino Fabri, j'ai appris tout ce que je souhaitais apprendre dans ce métier. Mais comme je savais au départ, par observation, la quantité de pratique qu'il fallait avoir pour faire ce métier, et que la musique m'intéressait particulièrement, j'ai appris le violon d'abord, le piano ensuite, et puis après j'ai travaillé le saxophone, le concertina, enfin tout ce qui peut être utile pour un clown. Et puis parallèlement, un peu de jonglerie, un peu de prestidigitation. Et puis j'allais dans un gymnase pour faire de la gymnastique et non pas l'acrobatie que j'aurais souhaité pouvoir faire. Mais vous savez, c'était avant la guerre et même tout de suite après la guerre, on ne pouvait pas entrer dans le cirque. C'est pourquoi j'ai tellement voulu cette école. Comment vous choisissez, ou vous êtes choisi d'ailleurs, parce que ça correspond à la personnalité, la figure du clown blanc et pas un autre? Qu'est-ce qui est rentré en résonance en vous du fait de choisir cette option-là, du clown blanc? Eh bien, parce que, d'abord, j'avais en Annie, on a commencé à faire un numéro à 2 Augustes et un clown qui était Rodolphe Savata. Et puis, très vite, je me suis aperçu que les 2 Augustes, on était d'une nature totalement différente et ça ne pouvait pas coller, vraiment. Et je lui ai dit un jour, je vais faire le clown et tu feras... Bon, alors j'ai préparé des choses qui me semblaient qu'elle pouvait faire. Je l'ai orienté vers certaines choses. Et puis, ce qui me plaisait, c'était de construire en quelque chose une situation comique et de la faire valoir. Mais pour faire valoir un Auguste, il ne faut pas que le clown s'efface. Mais en même temps, il faut jamais il ne prenne le pas sur les effets comiques de l'Auguste. Il faut qu'il l'aide à faire s'accomplir. C'est une affaire de contraste. C'est un peu... comme dans toute chose, ce que je vous disais tout à l'heure, un accord majeur, un accord mineur. Et le clown tisse une situation, et c'est l'Auguste qui vient contrarier cette situation et qui amène le comique. Et c'est ça qui me séduisait. Mais j'ai d'abord fait l'Auguste, et c'est parce que j'avais fait l'Auguste que j'ai compris comment il fallait faire le clown. Comment vous caractérisez cette relation qui, pour moi, est un archétype? Parce qu'on va la retrouver dans la littérature. En attendant Godot de Beckett, c'est ça. Laurel et Hardy, c'est ça. On va le retrouver. On dirait que l'Auguste est relié profondément à la prime enfance, est relié vraiment à même avant même la naissance presque. Il y a quelque chose de prénatal, enfin d'énergétique, de pur, mais qui n'a pas de forme, qui n'arrive pas à trouver sa forme, qui n'a pas intégré la loi, qui n'a pas intégré les règles, qui n'a pas intégré les normes. Et de l'autre côté, il y aurait le clown blanc, ce serait mon hypothèse, qui lui aurait le langage, l'extrême de la forme, la loi, la règle, on peut dire le calcul, on peut dire le savoir, la connaissance. Mais par contre, il n'a plus la vitalité qu'à l'autre, que l'Auguste a, qui lui est pure énergie,
pure sanguinité, pure spontanéité. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est une analyse qui est très très juste, parce qu'effectivement, il y a ce rapport de l'aîné, de celui qui a appris, qui sait, enfin qui a des règles, je dirais, morales, enfin de bienséance, enfin tout un ensemble de choses que l'autre ignore et il essaye de lui apprendre les choses et l'autre fait les bêtises. Pour moi, il est clair qu'un clown qui devient un tortionnaire, enfin comme l'ont été trop souvent des amateurs, je dirais, et qui frappe l'Auguste et qui... Bon, font une erreur colossale. Les grands clowns que j'ai pu voir dans ma vie, que ce soit François Fratellini ou bien Dario et Barrio, les deux frères qui étaient les aînés, que ce soit Pippo et Rome, etc. Il n'y avait jamais cette notion du censeur, du méchant, l'oppresseur, etc., et de celui qui tient le pouvoir. Non, il y a celui qui sait. Mais en même temps, il faut que le clown garde ce côté lutin, ce côté farceur. Le véritable équilibre, c'est lorsqu'il y a trois personnages. Un régisseur de piste, qui est, lui, le bon sens, et qui est là pour organiser un spectacle et les choses. Et puis, le clown qui vient déjà faire une farce au régisseur, parce que le régisseur est en habit et sérieux, et le clown est un lutin qui vient faire une farce. Mais dans cette farce, il l'a fait avec élégance, avec un certain savoir, et arrive l'Auguste qui vient contrarier les choses. Et si le clown se fâche, c'est comme le père qui gronde son enfant, quoi. Et c'était ça qui m'était cher, c'était de retrouver cette tradition-là. Mais le clown, c'est-à-dire qu'en fait, et là c'est différent d'une autre facette de votre talent, qui est celui d'acteur, le clown c'est soi. C'est-à-dire qu'on ne joue pas un clown, on est clown, c'est ça? Ah oui, ça c'est indispensable, on ne peut pas. Et c'est là où entre la véritable nature comique, où on l'a ou on ne l'a pas. Aujourd'hui, il y a énormément de cours de clown. Alors, je cherche à savoir ce que ça veut dire. Parce que moi, ce qui m'était cher à l'école, c'était que lorsque quelqu'un voulait faire ce métier, qu'il disait, voilà, j'aimerais faire le clown, je disais, bon, il faut d'abord que tu apprennes beaucoup de choses. Si tu as vraiment une nature comique, un jour ou l'autre, tu trouveras ton maquillage à toi, tu trouveras ton costume, tu trouveras ton personnage, sans le chercher. Tu le trouveras parce que tu sauras faire des choses. Et puis un jour, tu auras envie de faire telle chose avec tel instrument de musique, avec tel... si tu sais faire un peu de prestidigitation, tu auras envie de faire un tour qui tourne mal, enfin, etc. Et c'est vrai qu'avec l'acrobatie, la même chose. Vouloir monter sur une chaise et tomber, etc., cascader. Toutes ces choses-là sont un enseignement élémentaire, quoi. Et aujourd'hui, il y a des cours de clown. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut apprendre dans un cours de clown. Je ne vois pas comment on peut apprendre à quelqu'un à avoir la vis comica. C'est comme si on me disait, un professeur de musique, c'est celui qui apprend à un élève à avoir une oreille musicale, qui entend le la, quoi. Ça me paraît aberrant, hallucinant. Et vous avalez des kilomètres comme ça tous les matins? Je fais un peu de footing, oui, il faut garder la forme. Mais un acteur comique doit justement garder la forme, oui. Avoir absolument une forme exceptionnelle. Il faut une certaine souplesse pour être drôle. Vous préparez tout de même pas les Jeux de Mexico, là, déjà? Non, absolument pas. Plaisanter, non. Et vous faites sinon en survêtement comme ça, c'est tout votre rôle comme étant survêtement? Oh non, je joue au contraire dans un costume assez étriqué. Et ce costume-là est pour une séquence ayant trait au camping. Et le camping se trouve où? À Saint-Cyr-en-Arty. À côté? Juste derrière. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué là, non? Non, non, même pas, ça va, merci. Ça va? Oui. La cadence est bonne? La cadence est bonne. Petite foulée. Mais dis-moi, vous avez une foulée quand même qui est assez agréable à regarder. Étonnante, hein? Oui. Il faut dire que je m'entraîne beaucoup. Oui, ça se voit. Ça se voit. Même pas essoufflé. Non, non, pas du tout. Il y a une chose aussi qui est étonnante dans ce sens-là, c'est que ça pouvait aussi se transmettre de père en fils, avec en petit-fils, il y avait des généalogies entières de clowns, et alors il prenait quasiment le même numéro, il prenait le même nom, le même costume, et il y avait juste, mais comme dans la vie, une petite mutation. Oui. Donc on pouvait voir mettons, je sais pas, 100 ans, 30 ans, 40 ans d'intervalle, le même numéro, par la même personne, c'était à la fois la même et pas la même, puisque la génération c'était comme une sorte de métempsychose, de transmutation à travers la généalogie, et il y avait juste un petit détail qui avait changé dans le numéro à travers la filiation. C'est une chose extraordinaire dans la manière, enfin je connais pas un art qui travaille, enfin en tout cas là dans notre temps qui travaille comme ça. Non, il n'y a plus personne qui travaille comme ça, parce que ce qui était logique à l'époque, il travaillait tous les jours, et dès qu'un artiste
un enfant venait au monde dans le milieu du cirque, d'emblée, il voyait travailler son père en très bas âge. Il le voyait travailler dans la piste très tôt. Son père lui apprenait à faire des choses. Très tôt, il lui transmettait. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant était apte à le faire d'emblée. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il devienne un artiste authentique par la suite. Il l'était ou il ne l'était pas au départ. Et ceux qui étaient des artistes étaient des gens qui, justement, trouvaient leur personnalité en fonction de ce que leur père leur avait transmis et ce qu'ils avaient vu faire. Moi, je sais que Willy Dario m'a toujours dit que d'avoir vu travailler son oncle, c'est-à-dire que le père Barrio et Rome avaient été les deux partenaires de Dario le clown, et il a toujours vu ces modèles-là. Et les ayant vus travailler, il a trouvé, lui, ça y est, c'est moi Chacun. il a trouvé, lui, sa voix propre, qui était d'ailleurs l'héritage de l'un et de l'autre. Et ça a donné quelque chose qui n'était qu'à lui. Oui, allô ? Oui, allô ? Dis-moi, Pierre, nous avons fait combien de films ensemble? Bien, 4 courts-métrages, si je ne m'abuse, et 5 longs-métrages. 5 longs-métrages, oui, c'est ça. 5. Ah, à ce propos, j'ai là avec moi... La magie du cinématographe, Pierre Etex avec Jean-Claude Carrière, film inédit, 2008. Un peu d'argent que ça nous avait rapporté à l'époque, pour manger. C'est les 5 films. Le Soupirant, Yo-Yo, Tant qu'on a la santé, voilà. Un grand amour et Le pays de cocagne. Voilà. Ah, Le Soupirant, qu'est-ce que j'aimerais le revoir. Tu te souviens, Le Pré de Luc? Le Soupirant. Regarde. Oh. Ben où il est? Où tu l'as mis? Mais... Où il est passé? Ah ben je ne sais pas. Attends, il était là il y a un instant. Si c'est un tour de passe-passe, il me l'avait jamais fait, celui-là. Mais je n'ai rien fait du tout, moi. Fais voir Yo-Yo. Yo-Yo. Attends. Alors Yo-Yo, pareil, envolé, disparu lui aussi. Et je n'ai vu que du feu, mais c'est de l'escamotage, ça. Oh non, c'est pas de l'escamotage. C'est pas possible, il y a un truc qui m'a échappé complètement. C'est une illusion. Non, c'est une diablerie. Tant qu'on a la santé, prends le brouillard. Attention. Oui. Disparu lui aussi comme les autres. Attends, s'il y a des influences occultes autour de nous, faut mieux faire gaffe. Je pense bien. Passe-moi un peu le grand amour. Sois prudent. Voilà. Envolé lui aussi, disparu. Dis donc, je pense à une chose. Ce serait pas un problème d'argent? On peut tout de même pas tout ramener à l'argent, non? Tu as raison, il doit y avoir une autre explication. Fais voir un peu le dernier, Le pays de cocagne. Oui. Voilà. Disparu lui aussi comme les autres. Les 5 films ont disparu, totalement, sous nos yeux. Comment est-ce possible? Oh, c'est étrange. Quelle mauvaise odeur, mais c'est dégoûtant. Mais qui les a touchés? C'est curieux, mais moi aussi j'ai les mains poisseuses. Et nos films ont disparu. Oui. Impossible de les revoir. Oui. 5 films envolés, perdus. Oui. Comment faire pour les retrouver? Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Fais comme moi. Oui. Saint-Antoine de Padoue, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. Oui. Rendez-nous ce qui n'est pas à vous, Saint-Antoine de Padoue. C'était Pierre Etex, Vertige burlesque. Avec Pierre Etex et les voix de Robert Bresson, Federico Fellini, Jerry Lewis, Écuyer Bouglione et Jean-Claude Carrière. Une émission de Yann Ciré, réalisée par Gaël Gillon,
et mixé par Juan Richard Dufour. Demain, deuxième partie de Royaume forain, le cirque, mythe, rite et trance.